je vais vous présenter la modélisation de la martensite d'écrouissage avec une nouvelle fonctionnalité dans Forge. Et je vous présenterai un exemple sur un cas industriel de tréfilage. Donc je commencerai par le procédé et le contexte. Vous en avez ici une illustration. Il s'agit d'un défaut qu'on appelle une tapure de tréfilage. Donc je vous expliquerai en fait le mécanisme de formation de cette tapure et comment nous avons résolu le problème à partir d'une première optimisation sur les contraintes résiduelles. Et donc je ne développerai pas cette partie parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la martensite d'écrouissage et comment on peut actuellement la simuler avec Forge. Je vous présenterai la comparaison des simulations numériques avec des mesures réelles et je finirai par une seconde optimisation sur la localisation de cette martensite d'écrouissage. Donc, Ugitech fait partie du groupe Schmolz et Bickenbach. Ugitech, en quelques chiffres, c'est 10 unités de production, c'est 3000 clients, 2000 employés et on fabrique environ 200 000 tonnes d'acier inoxydable en produits longs uniquement. Alors très rapidement sur le procédé de fabrication, donc on va partir de ferraille, des chutes de ferraille auxquelles on va rajouter des ferro-alliages. Cette préparation va être coulée dans 2 fours à arc de 40 tonnes. Puis on va passer dans un convertisseur AOD et une coulée continue qui nous fabrique des blooms de 1 tonne. Ces blooms de 1 tonne vont ensuite être laminés à chaud pour produire donc des billettes, des barres et du fil machine qui va de 33 mm à 5 mm. Alors si on descend plus bas, un peu plus bas dans le procédé de transformation, on va ensuite rencontrer les ateliers de transformation à froid. Donc ce fil machine en couronne va être distribué aux différentes unités de production à froid pour produire donc des barres étirées, du fil de forme, des profils, du fil tréfilé ou des ronds à béton. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au procédé de tréfilage. Donc vous avez ici en photo un bloc de tréfilage. Donc le fil va rentrer par la gauche, va passer à travers une filière pour réduire sa section et le fil est tiré par un cabestan qui est refroidi. Donc vous avez ici un exemple d'une tréfileuse multipasse en 14 passes. Et donc c'est ce fil qui va être ensuite commercialisé pour nos clients pour des applications telles que le fil soudure, le fil pour filtration ou les ressorts. Donc on a plusieurs problèmes sur le tréfilage, mais concernant les nuances austénitiques et instables, on va s'arrêter sur 2 problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc le premier problème, c'est que le tréfilage va emmagasiner des contraintes résiduelles qui sont très élevées. Donc on va voir ici, en fait, dans cet exemple, on voit qu'on a la peau qui va être en traction à plus de 600 MPa. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la peau est sous extrême tension. Et on a un second problème qui nous préoccupe particulièrement, qui est que le procédé de tréfilage est un procédé très rapide. On est sur des vitesses au-delà de 10 mètres par seconde. Et on a également des frottements intenses entre le fil et la filière. Et donc cela va se traduire par une localisation de la déformation et de la température. Alors la plupart du temps, ça ne pose pas de problème, mais sur ces nuances austénitiques instables, on peut avoir en fait une formation de martensite d'écrouissage qui va se créer quelque part dans la section d'une manière incontrôlée. Alors pourquoi je vous parle de ces 2 problèmes? Eh bien tout simplement parce que lorsque ce fil est destiné à des applications comme le ressort, les clients vont utiliser un système de découpe rapide type guillotine qui a tendance à créer des amorces de rupture sur la section de coupe. Et en fait, sous l'effet conjugué des fameuses contraintes résiduelles que je vous ai parlé précédemment et de la martensite d'écrouissage, on peut avoir une localisation, une propagation de cette amorce de rupture le long du fil. Alors c'est cette fameuse tapure, c'est une tapure qu'on appelle différée puisqu'elle peut avoir lieu chez le client plusieurs semaines après. Donc vous avez ici un exemple en fait, de progression de tapure. On voit ici la tapure qui arrive à ce niveau-là. Et donc ça s'est passé sur mon bureau, en fait, je l'ai filmé en accéléré. Vous avez ici la progression de cette tapure. Et donc ici une progression de 25 mm en 5 heures. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très lent et auto-entretenu. Et ça peut aller jusqu'à l'ouverture du fil, comme on le voit sur l'image. Alors comment nous avons résolu le problème? Donc tout d'abord en travaillant sur les contraintes résiduelles. Donc pour des raisons de temps et de confidentialité, je ne vais pas développer cette partie, mais il faut savoir qu'on a réussi
à éliminer la quasi-totalité des contraintes résiduelles en traction. On est tombé très rapidement sur une solution qui a été testée industriellement et on l'a également validée par des mesures de diffraction X. Voilà, je n'irai pas plus loin sur cette partie-là, mais il faut savoir qu'elle a été faite. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc c'est, comme je le disais en introduction, c'est les contraintes résiduelles, la martensite d'écrouissage. Et en préambule, il faut savoir que nos clients nous demandent de plus en plus des matériaux avec des caractéristiques mécaniques élevées, tout en nous demandant un maximum de ductilité. Alors, pour répondre à cette demande, on va utiliser la propriété de ces aciers austénitiques instables qui ont tendance à former donc de la martensite d'écrouissage lorsqu'on les déforme à froid. Vous avez ici sur cette figure des courbes. Chaque courbe correspond à une température de transformation et on voit que plus on va transformer à basse température, plus on va former de la martensite d'écrouissage. Ceci dit, entre 20 et 80 degrés Celsius, on va encore fabriquer de la martensite d'écrouissage. Et ce domaine de température, c'est celui qu'on va rencontrer dans le procédé de tréfilage. Donc l'objectif, c'est de travailler correctement, c'est-à-dire de maîtriser parfaitement l'analyse chimique, mais également toute l'histoire thermomécanique pour avoir une formation de martensite d'écrouissage suffisamment pour avoir un effet sur la consolidation, donc une augmentation des caractéristiques mécaniques, et en même temps une augmentation de l'allongement. C'est ce que vous voyez sur une courbe de traction. Alors un point de détail, mais qui est important pour la suite de l'exposé, l'ensemble de ces courbes peut être résumé par un point qui, par convention, est appelé le MD30, c'est-à-dire c'est la température à laquelle on va avoir 50% de martensite formée sous 30% de déformation. Alors si je reviens maintenant à mon procédé de tréfilage, vous voyez ici un exemple de tréfilage en 3 passes. Vous voyez que la déformation va se cumuler en surface. Donc on pourrait penser que la martensite d'écrouissage va également se former en surface. En revanche, si on regarde les cartographies de température, on observe qu'on on atteint une température qui est toujours supérieure à 150 degrés. Donc toute la question est de savoir où, quand et combien va se former de martensite. Donc on a demandé à Transvalor s'il était possible d'intégrer en fait des lois qu'on trouve dans la littérature. Ces lois, c'est par exemple la loi Olson et Cohen, qui peut prédire cette fraction martensitique en fonction de plusieurs coefficients qui dépendent eux-mêmes de la température. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Stéphane Grosso et Julien Barrier, qui travaillent au développement de Transvalor, ont intégré cette fonction dans Forge avec comme idée générale de simuler des comportements très différents avec simplement comme donnée d'entrée la composition chimique ou le MD30. Donc si vous voulez plus d'explications, je vous propose d'aller voir Stéphane Grosso ou Julien Barrier, qui vous donnera, je pense, plus d'explications. Alors, Transvalor nous a fourni une version bêta. On a testé cette version bêta. Et la première vérification qui a été faite, c'est sur un essai de compression quasi-statique avec une nuance, on va dire, légèrement instable. Les formules nous donnent un MD30 qui est compris entre 0 et moins 30 degrés Celsius. Donc l'avantage de l'essai quasi-statique, c'est qu'on ne va pas avoir d'influence de la température, et donc on va avoir un gradient de déformation, et normalement on devrait également avoir un gradient de martensite d'écrouissage formé. Donc voici les résultats de la simulation au niveau de la fraction martensitique. Alors avant de comparer les résultats avec les mesures réelles, il faut s'attarder sur un détail, on va dire c'est presque un problème. C'est la sensibilité du calcul. Si on fixe le MD30 à 0 degré et qu'on fait varier le coefficient de frottement, on observe peu d'influence sur la géométrie de l'éprouvette. Par contre, on observe une grosse différence sur la réponse de la fraction martensitique. Alors, dans ce cas précis, au niveau du coefficient de frottement, ce n'est pas une inconnue, c'est une donnée puisqu'on doit se recaler sur la forme de l'éprouvette. Par contre, en ce qui concerne le MD30, si on fixe un coefficient de frottement et qu'on fait varier le MD30, on voit également beaucoup de différences sur la fraction martensitique. Alors ça, c'est une conclusion, c'est un problème. Ça veut dire que les calculs qui permettent de calculer le MD30 ne sont pas précis
et il devient obligatoire de se recaler sur des références. C'est ce que nous avons fait. Donc cet essai, nous l'avons décortiqué, nous avons fait des mesures au microscope électronique en mode BSD. Vous avez ici le résultat des différentes mesures. En vert, il s'agit de la phase austénitique et en rouge, la phase austénitique transformée en martensite. Et faites-moi confiance, c'est peut-être pas forcément très lisible, mais on retrouve parfaitement les valeurs entre les mesures et la simulation numérique. Le seul point qui diffère, c'est ce point-là. Et en fait, on l'explique parfaitement par le fait qu'on a des glissements aux interfaces avec Nota, dus tout simplement au parallélisme d'état. La deuxième vérification qu'on a effectuée, c'est sur une nuance beaucoup plus instable. Cette fois-ci, les MD30 nous donnent une température comprise entre 35 et 60 degrés. Ça veut dire que même à 80 degrés, on va former de la martensite d'écrouissage. Donc on a fait un test beaucoup plus sévère. On a pratiqué un essai de compression dynamique cette fois-ci, qui va permettre de monter en température. Voilà l'essai. Voilà, on est parti de 20 degrés, on est monté à 250 degrés. Et on a fait varier donc l'énergie, la vitesse et la température initiale. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats de Forge. Donc concernant l'essai quasi statique, on n'a pas d'influence de la température, donc on reste à 20 degrés. Et on va former beaucoup de martensite d'écrouissage. Par contre, concernant l'essai adiabatique, dynamique à 20 degrés et dynamique à 200 degrés, on a une cartographie de la température qui va se superposer en fait à la fameuse croix de forgeron. Et voici les résultats au niveau de la fraction martensitique. Une fois de plus, on a vérifié ces résultats au MEB et on retrouve parfaitement sur tous les points le même résultat. Donc à ce stade-là, on peut déjà valider en fait la version de Forge. Alors si maintenant je reviens à mon essai de tréfilage, j'ai ma réponse. La martensite va se créer à cœur, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Donc on a réalisé cet essai industriel. On a fait des mesures par diffraction des rayons X sur différentes couches. Donc vous avez ici le résultat de Forge. Et en parallèle, voici en fait le résultat des mesures par diffraction. Donc là encore, on retrouve parfaitement les résultats, excepté peut-être le niveau de saturation à cœur. Voilà, donc pour finir, en fait, je suis en train de travailler sur l'optimisation de la répartition de cette martensite d'écrouissage. L'étude est en cours, mais je vous rappelle que l'objectif, ce n'est pas d'éliminer la martensite d'écrouissage, c'est de la contrôler pour avoir ce fameux effet de consolidation et éviter l'état pur. Donc on a des pistes de progrès, hein, on le sait, et donc je suis en train de travailler dessus. Ce qu'il faut juste noter, par exemple, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes au niveau de la fabrication. Un simple préchauffage à 30 degrés peut nous enlever la quasi-totalité de cette martensite d'écrouissage. 30 degrés, c'est juste la température qu'on peut atteindre dans les ateliers l'été. Voilà, je finirai par la conclusion. Donc, la modélisation de la martensite d'écrouissage a été intégrée dans Forge et on peut dire qu'elle fonctionne parfaitement. On l'a vérifié par plusieurs mesures, hein, des mesures par aimantation, diffraction des rayons X, MSD. On l'a testé sur différents essais de compression, dynamique en température, quasi-statique, sur des essais industriels et sur 2 nuances plus ou moins sensibles à la transformation martensitique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le calcul du MD30, c'est quelque chose qui est imprécis et il est donc obligatoire de se recaler sur des mesures réelles. Et enfin, il faut être précis sur évidemment tout ce qui entoure, c'est-à-dire la rhéologie, les coefficients de frottement. Et puis donc pour finir, au niveau des perspectives, je pense qu'il faudrait qu'on continue de ce travail en prenant en compte la triaxialité des contraintes. Et il pourrait être intéressant de coupler le calcul de la martensite, le calcul de la martensite avec sa propre rhéologie. Et enfin, peut-être de relier le calcul des contraintes résiduelles avec cette fraction martensitique. Voilà, je vous remercie. Je remercie Transvalor pour l'intégration de cette fonction et je remercie tout particulièrement Stéphane Grosso et Julien Barrier pour leur travail et leur coopération. Merci. Merci.